Depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump par Thomas Crooks, le président Biden est sous le feu des critiques pour avoir commandité l'assassinat. Bien que M. Biden ait tenté de faire la lumière sur cette affaire et qu'il se soit même retiré de la course électorale, de nouvelles preuves l'incriminent. Entrons dans le vif du sujet. Biden avoue. Quelques jours avant la tentative d'assassinat de Trump, le président Joe Biden a fait une déclaration qui est depuis devenue très controversée. Lors d'un appel privé à des donateurs, M. Biden a déclaré « Je n'ai qu'un seul travail, et c'est de battre Donald Trump. Je suis absolument certain d'être la meilleure personne pour y parvenir. » Nous avons donc fini de parler du débat. Il est temps de mettre Trump dans le mille. Ce commentaire, destiné à mettre l'accent sur la défaite électorale de Trump, a été interprété par certains comme une incitation à la violence. La tentative d'assassinat a eu lieu un samedi, lorsqu'une balle a frôlé l'oreille de Trump, le manquant de peu, mais tragiquement, un membre de la foule a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. Le FBI a rapidement identifié le tireur comme étant Thomas Matthew Crooks, un cuisinier de 20 ans originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie. Crooks, un républicain déclaré, a été abattu par un tireur d'élite des services secrets après avoir tiré sur Trump. Au lendemain de l'attentat, M. Biden a fait l'objet d'un examen minutieux pour son commentaire « Bullseye ». Mike Collins, représentant républicain de Géorgie, a été l'un des premiers à exprimer son indignation sur les médias sociaux. Il a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la phrase suivante « Joe Biden a donné les ordres ». M. Collins a souligné qu'il y avait 2 poids, 2 mesures, et que ceux qui voulaient que M. Trump soit poursuivi pour ses propos du 6 janvier étaient maintenant silencieux au sujet de la remarque de M. Biden sur le bullseye. Dans un autre message, Mme Collins a écrit « Ils ont tenté de neutraliser la menace », en réponse à un graphique reprenant les commentaires de M. Biden. La sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, est également intervenue, faisant référence aux commentaires de M. Biden dans ses messages sur les médias sociaux. Il y a quelques jours, Joe Biden a déclaré qu'il était temps de mettre Trump dans une cible. Aujourd'hui, il y a eu une tentative d'assassinat contre le président Trump, a-t-elle écrit sur X samedi soir. Mme Blackburn a critiqué M. Biden pour ne pas avoir fait de déclaration dans l'heure qui a suivi la fusillade, qualifiant son retard d'inacceptable. Elle a exhorté M. Biden à s'adresser immédiatement au peuple américain en déclarant « Allez dans le bureau ovale et adressez-vous au peuple américain. Nous ne réglons pas nos différends par la violence. » M. Biden a fini par condamner l'attentat, le qualifiant de malsain et exhortant les Américains à dénoncer ce type de violence. Il s'est exprimé samedi soir depuis son domicile du Delaware, où il passait le week-end. « Nous devons nous unir en tant que nation pour condamner cet acte. C'est dégoûtant, a-t-il déclaré. M. Biden a ensuite quitté le Delaware pour retourner à la Maison-Blanche, où il a de nouveau abordé la question de la fusillade dimanche après-midi. Un discours national depuis le bureau ovale était prévu pour dimanche soir. Le président en exercice s'est également entretenu avec M. Trump au téléphone samedi soir, lors d'un appel qu'un responsable de la Maison-Blanche a qualifié de bon, court et respectueux. Les accusations ne se sont pas arrêtées là. Lauren Boebert, représentante républicaine du Colorado, a déclaré samedi soir à 9 News qu'elle pensait que la rhétorique de Joe Biden s'était intensifiée jusqu'à ce moment. Le président Trump a été littéralement mis dans le mille après que le président des États-Unis, le président en exercice des États-Unis, a appelé à le mettre dans le mille, a-t-elle déclaré. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que Joe Biden portait la responsabilité de la tentative d'assassinat, elle a répondu « Je crois vraiment que Joe Biden est responsable de la fusillade d'aujourd'hui ». D'autres républicains ont rappelé les efforts récents des démocrates pour mettre fin à la protection des services secrets de M. Trump après qu'il soit devenu le premier président condamné pour falsification de documents commerciaux liés à des paiements occultes à une actrice de film pour adultes. Le démocrate du Mississippi Benny Thompson, membre de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a présenté en avril un projet de loi que plusieurs démocrates de la Chambre des représentants ont coparrainé. Marjorie Taylor Greene, représentante républicaine de Géorgie, a publié une liste de ces démocrates sur les réseaux sociaux, les accusant de vouloir déclencher une guerre civile. « Priez pour l'Amérique, la gauche veut une guerre civile. Cela fait des années qu'ils essaient d'en déclencher une. Ces gens sont malades et mauvais », a-t-elle écrit. Le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, qui figure sur la liste des candidats de Trump à la vice-présidence, a également blâmé la rhétorique de la gauche. Il a déclaré « La prémisse centrale de la campagne de Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qui doit être arrêté à tout prix. » Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump. Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, s'est fait l'écho de sentiments similaires, accusant les démocrates et les médias d'attiser imprudemment les peurs et de qualifier Trump et les conservateurs de menaces pour la démocratie. Il a averti qu'une telle rhétorique incendiaire mettait des vies en danger.
La rhétorique de l'œil de bœuf annonçait-elle la tentative d'assassinat? Joe Biden a déclaré qu'il avait eu tort d'utiliser le mot « bullseye ». Si nous regardons de plus près le parcours électoral du côté démocrate, les démocrates avaient commencé à se détourner de Biden et à remettre en question sa viabilité en tant que candidat avant même la tentative choquante d'assassinat de Trump. Les démocrates du Sénat ont tenu une réunion privée pour discuter de la viabilité électorale de Biden. Selon Politico, seuls 4 des 50 sénateurs démocrates ont exprimé leur volonté de maintenir Biden comme candidat de leur parti. Cela indique clairement que la majorité des démocrates perdent confiance dans les chances de Biden. L'un des principaux tournants a été la performance désastreuse de Biden lors du débat. Cette soirée a laissé de nombreux démocrates sur leur faim. Biden a eu du mal à articuler ses arguments, apparaissant souvent confus et déconnecté. Cette prestation contrastait fortement avec l'image d'un Biden vif et sûr de lui que beaucoup espéraient voir. La débâcle du débat a été suivie de révélations sur l'apparent déclin cognitif de M. Biden, ce qui a alimenté les inquiétudes quant à sa capacité à faire campagne et à gouverner de manière efficace. Au fil des jours, de plus en plus de démocrates ont commencé à exprimer leurs inquiétudes. Au Capitole, on murmure que les facultés mentales de Biden sont en déclin et qu'il n'arrive pas à communiquer avec les électeurs. La situation a atteint son point d'ébullition lorsque Thomas Crooks a failli assassiner Trump. Le fait que l'ancien président ait frôlé la mort a rendu certains démocrates encore plus pessimistes quant aux chances de M. Biden. Les raisons de ce pessimisme varient d'un législateur à l'autre. Certains pensent que le pays doit rester uni face à une telle violence, ce qui implique de s'en tenir à M. Biden. D'autres estimaient que la tentative d'assassinat avait rendu Trump imbattable et qu'il était inutile d'essayer de remplacer Biden. Jonathan Chait, commentateur politique, a qualifié cet argument d'incohérent. Il a souligné qu'un acte de violence choquant commis par un jeune sans motif politique discernable ne devrait pas obliger les démocrates à se rallier à un président dont le taux d'approbation est de 38%. C'était un point valable, mais le sentiment de fatalisme parmi les démocrates était palpable. Un démocrate chevronné de la Chambre des représentants a déclaré à Axios « Nous nous sommes tous résignés à une deuxième présidence Trump ». Un consultant démocrate chevronné s'est fait l'écho de ce sentiment en déclarant à NBC News « La compétition présidentielle s'est terminée hier ». Le sénateur de l'Ohio J.D. Vance, qui figure sur la liste des candidats de Trump à la vice-présidence, a également blâmé la rhétorique de la gauche. Il a déclaré « La prémisse centrale de la campagne de Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qui doit être arrêté à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump. » Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, s'est fait l'écho de sentiments similaires, accusant les démocrates et les médias d'attiser imprudemment les peurs et de qualifier Trump et les conservateurs de menaces pour la démocratie. Il a averti qu'une telle rhétorique incendiaire mettait des vies en danger. La rhétorique de l'œil de bœuf annonçait-elle la tentative d'assassinat? Joe Biden a déclaré qu'il avait eu tort d'utiliser le mot « bullseye ». Si nous regardons de plus près le parcours électoral du côté démocrate, les démocrates avaient commencé à se détourner de Biden et à remettre en question sa viabilité en tant que candidat avant même la tentative choquante d'assassinat de Trump. Les démocrates du Sénat ont tenu une réunion privée pour discuter de la viabilité électorale de Biden. Selon Politico, seuls 4 des 50 sénateurs démocrates ont exprimé leur volonté de maintenir Biden comme candidat de leur parti. Cela indique clairement que la majorité des démocrates perdent confiance dans les chances de Biden. L'un des principaux tournants a été Certains démocrates pensaient que seule Kamala Harris pourrait remplacer Biden de manière réaliste, mais ils doutaient qu'elle soit une candidate plus forte. Cependant, les sondages de Harris contre Trump étaient au moins aussi bons que ceux de Biden. Dans la moyenne des sondages de Real Clear Politics, Harris devance Trump de 2 points, tandis que Biden est distancé de 2,7 points. Harris avait également un taux de désapprobation plus faible et n'était pas en déclin cognitif. Elle était une oratrice compétente, contrairement à Biden. La récente interview de Joe Biden avec Lester Holt, de la chaîne NBC, a été un nouveau désastre. Il a eu du mal à communiquer efficacement, s'exprimant par phrases coupées d'une voix rauque. Interrogé sur la performance des services secrets, M. Biden s'est contenté de parler de poignées de main et du 6 janvier. Et lorsqu'on l'a interrogé sur la chef des services secrets, il l'a qualifiée par erreur d'homme. Pourquoi Biden voudrait-il tuer Trump? Outre la détérioration évidente de la santé de M. Biden, les deux hommes ont été en désaccord sur de nombreuses questions urgentes par le passé. En particulier le problème croissant de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La frontière entre les États-Unis et le Mexique est au cœur de la politique américaine depuis des années. Les présidents Joe Biden et Donald Trump incarnant 2 approches radicalement différentes de la gestion des questions complexes qui l'entourent. Leur politique reflète des idéologies, des priorités et des stratégies contrastées, chacune ayant son lot de partisans et de détracteurs.
L'approche de Donald Trump à l'égard de la frontière entre les États-Unis et le Mexique se caractérise par une position intransigeante en matière d'immigration. L'une de ses principales promesses de campagne était la construction d'un mur frontalier, qu'il jugeait essentiel pour la sécurité nationale. L'administration Trump a alloué des milliards de dollars à la construction de centaines de kilomètres de barrières le long de la frontière sud. Il a affirmé que le mur dissuaderait l'immigration illégale, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Le slogan « Construisez le mur » est devenu un cri de ralliement pour ses partisans, symbolisant son engagement en faveur d'un contrôle rigoureux des frontières. Les politiques de M. Trump vont au-delà des barrières physiques. Son administration a mis en œuvre la politique de tolérance zéro, qui prévoit la poursuite de tous les individus ayant franchi illégalement la frontière. Cette politique a conduit à la séparation de milliers de familles de migrants, les enfants étant retirés à leurs parents et placés dans des centres de détention. Les images d'enfants en cage ont suscité l'indignation et la condamnation tant au niveau national qu'international. Les détracteurs de cette politique ont affirmé qu'elle était inhumaine et qu'elle violait les droits de l'homme, tandis que ses partisans ont soutenu qu'elle était nécessaire pour faire appliquer les lois sur l'immigration et décourager les passages clandestins. Une autre politique importante sous Trump a été le programme « Rester au Mexique », officiellement connu sous le nom de Protocole de protection des migrants, PPM. Cette politique exigeait des demandeurs d'asile qu'ils attendent au Mexique pendant que leurs demandes étaient traitées par les tribunaux américains de l'immigration. Le programme visait à réduire le nombre de migrants libérés aux États-Unis dans l'attente de leur audience. Toutefois, il a été critiqué parce qu'il exposait les migrants à des conditions dangereuses dans les villes frontalières mexicaines où ils étaient exposés à la violence, à l'exploitation et à un accès inadéquat aux produits de première nécessité. En revanche, l'approche de Joe Biden à l'égard de la frontière américano-mexicaine s'est concentrée sur l'annulation de nombreuses politiques de Trump et sur l'adoption d'une position plus compatissante à l'égard de l'immigration. Dès son entrée en fonction en janvier 2021, Joe Biden a interrompu la construction du mur frontalier, réorientant les fonds vers d'autres mesures de sécurité et projets d'infrastructure. Il a soutenu que le mur était une utilisation inefficace et inutile des ressources, soulignant la nécessité d'un système d'immigration plus complet et plus humain. L'administration Biden a mis fin à la politique de tolérance zéro et a pris des mesures pour réunir les familles séparées. Il a créé un groupe de travail chargé d'identifier les enfants et de les réunir avec leurs parents, reconnaissant ainsi le traumatisme et le préjudice causés par les actions de l'administration précédente. L'approche de M. Biden souligne l'importance de traiter les migrants avec dignité et respect, tout en continuant à appliquer les lois sur l'immigration. L'un des changements les plus significatifs sous Biden a été la fin du programme « Rester au Mexique ». Son administration permettait aux demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis pendant que leurs demandes étaient traitées, leur offrant une protection temporaire et l'accès à des services juridiques. Ce changement de politique visait à résoudre la crise humanitaire à la frontière et à garantir le respect des droits des migrants. Toutefois, elle a également entraîné une augmentation du nombre de migrants arrivant à la frontière, mettant à rude épreuve les ressources et suscitant des critiques de la part de ceux qui affirment qu'elle encourage l'immigration clandestine. M. Biden s'est également efforcé de s'attaquer aux causes profondes des migrations en provenance d'Amérique centrale. Son administration a promis des milliards de dollars d'aide à des pays comme le Guatemala, le Honduras et le Salvador, dans le but d'améliorer les conditions économiques, de réduire la violence et de lutter contre la corruption. L'objectif est de créer une région plus stable et plus prospère, réduisant ainsi la nécessité pour les personnes de fuir leur foyer à la recherche de sécurité et d'opportunités aux États-Unis. Malgré ces efforts, l'approche de M. Biden s'est heurtée à des difficultés et à des critiques importantes. L'afflux de migrants à la frontière a entraîné une surpopulation des centres de détention et un manque de ressources, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de l'administration à gérer la situation de manière efficace. Ces détracteurs estiment que la politique de M. Biden a donné l'impression d'être indulgente, ce qui a encouragé davantage de personnes à tenter le dangereux voyage vers les États-Unis. Et lorsque le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump se sont affrontés pour la première fois lors de leur premier débat présidentiel de 24, devinez le sujet qui a suscité les échanges les plus intenses. Les questions frontalières. Les deux candidats n'ont pas hésité à se rejeter mutuellement la responsabilité de la situation actuelle à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. M. Trump a pris les devants en accusant M. Biden d'avoir permis l'augmentation du nombre de passages illégaux. Il a brossé un tableau désastreux de la situation, affirmant que les politiques de M. Biden avaient ouvert la voie à des criminels et même à des personnes issues d'institutions psychiatriques. Il a décidé d'ouvrir notre frontière,
d'ouvrir notre pays à des gens qui viennent de prison, à des gens qui viennent d'institutions psychiatriques, a déclaré M. Trump, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve à l'appui de ses affirmations. M. Biden n'a toutefois pas tardé à répliquer. Il a souligné la baisse significative de 40% des passages illégaux depuis qu'il a publié un décret visant à les réduire. Nous avons travaillé dur pour obtenir un accord bipartisan qui n'aurait pas seulement changé tout cela. Je l'ai changé de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a 40% de personnes en moins qui franchissent illégalement la frontière, a déclaré M. Biden avec assurance. Jake Tapper de CNN, l'un des modérateurs du débat, a demandé aux deux candidats pourquoi les électeurs devraient leur faire confiance pour résoudre la crise frontalière. M. Biden a souligné les efforts de son administration et les résultats tangibles qu'elle a obtenus. M. Trump, quant à lui, a reproché à M. Biden d'avoir mis fin au titre 42, une loi de santé publique que M. Trump avait utilisée pendant la pandémie de grippe aviaire afin d'expulser rapidement les migrants. À cause des politiques ridicules, insensées et très stupides de M. Biden, les gens entrent et tudient nos citoyens à un niveau que nous n'avons jamais vu, a déclaré M. Trump, sans toutefois fournir de preuves précises. Tapper a ensuite demandé à M. Trump s'il tiendrait sa promesse d'expulser des millions d'immigrés sans papier s'il remportait un second mandat. Cela signifie-t-il que vous expulserez tous les immigrés sans papiers en Amérique, y compris ceux qui ont un emploi, ceux dont les conjoints sont citoyens et ceux qui vivent ici depuis des dizaines d'années? Et si c'est le cas, comment allez-vous vous y prendre? A demandé M. Tapper. M. Trump a esquivé la question, se concentrant plutôt sur le terrorisme et la criminalité des immigrés, ce qui a encore attisé les craintes concernant la situation à la frontière. Je ne pense pas que les États-Unis aient la capacité de le faire, a-t-elle déclaré. Un jour avant le débat, Alejandro Mayorkas, le secrétaire du département de la sécurité intérieure, s'est rendu dans le secteur frontalier de Tucson, dans le sud de l'Arizona. Il a fait le point sur l'application de la législation frontalière en soulignant la diminution du nombre de passages illégaux. Depuis le décret de M. Biden sur l'asile, les passages de migrants non autorisés ont chuté de plus de 40%. Les agents frontaliers américains ont déclaré avoir rencontré moins de 2400 migrants par jour, contre 3800 au début du mois de juin. Il est intéressant de noter que le nombre de migrants autorisés à entrer dans le pays, avec un avis de comparution devant un tribunal de l'immigration, a chuté de 80%. Bien que l'accès à l'asile ait été restreint, les migrants peuvent toujours utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous à un point d'entrée. Malgré ces changements, un groupe de défenseurs des migrants a intenté un procès à l'administration Biden pour qu'elle annule les restrictions en matière d'asile. Le décret de M. Biden sur l'asile utilise la même section de la loi fédérale que celle utilisée par M. Trump au cours de sa présidence pour des mesures telles que la soi-disant interdiction des musulmans. M. Biden reconnaît que ces mesures ne suffiront pas à résoudre le problème de l'immigration, mais il estime qu'elles peuvent contribuer à le résoudre plus efficacement. Biden a pesé de tout son poids d'influence. Si M. Biden est réellement à l'origine de la fusillade, comment a-t-il pu mettre ses plans à exécution ou avait-il des alliés? Il semble que des actes délictueux aient été commis dans les jours qui ont précédé le rassemblement en Pennsylvanie et que certains d'entre eux aient été attribués à des entreprises étroitement liées à Biden. Le 12 juillet 24, un jour seulement avant la tentative d'assassinat de Donald Trump, Austin Private Wealth a déposé une option de vente sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group, TMTG. Pour ceux qui ne connaissent pas, une option de vente est essentiellement un pari sur la baisse de la valeur de l'action. Si Trump avait été tué, la valeur des actions de sa société se serait probablement effondrée, ce qui rend cette démarche très suspecte. Le moment choisi par Austin Private Wealth pour déposer son dossier n'aurait pas pu être plus étrange, suscitant sourcils et théories du complot. Des captures d'écran de l'option de vente d'un terminal Bloomberg ont commencé à circuler sur les médias sociaux, mais ont mystérieusement disparu plus tard dans la journée. Cela a alimenté les théories du complot liant Austin Private Wealth à des participations importantes dans des fonds Vanguard et BlackRock. L'affaire a pris de l'ampleur lorsqu'il a été révélé que le tireur présumé était apparu dans une publicité pour BlackRock. BlackRock a rapidement retiré la publicité et condamné la tentative d'assassinat, la qualifiant d'odieuse et d'horrible. Cela n'a fait qu'ajouter à la controverse, amenant les gens à s'interroger sur les véritables intentions derrière la vente à découvert des actions de Trump. Y avait-il un complot plus profond et plus sinistre en jeu? Austin Private Wealth a cependant nié avec véhémence toute malversation. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture. Selon eux, il ne détenait que 12 contrats, soit 1200 actions, et non 12 millions. Elle a reproché à un fournisseur tiers d'avoir multiplié tous les contrats d'options par 10 000. La déclaration erronée, déposée le 12 juillet pour refléter leur position du 28 juin, a été modifiée le 16 juillet, lorsqu'ils ont découvert l'erreur. Malgré leurs explications, le mal était fait.
La controverse autour du dossier et de la tentative d'assassinat a suscité un engouement médiatique. Les gens ne peuvent s'empêcher de se demander s'il y a plus que cela dans l'histoire. S'agissait-il vraiment d'une erreur d'écriture ou d'un complot plus sinistre? Après la fusillade de Butler, le cours de l'action de TMTG est passé de 31,25 $ à 46,17 $ par action avant de se stabiliser juste au-dessus de 37 $. Ceux qui ont vendu l'action à découvert ont subi des pertes considérables, ce qui a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à cette histoire déjà sensationnelle. Les marchés financiers sont dans la tourmente et le public se retrouve avec plus de questions que de réponses. Austin Private Wealth a répondu aux rumeurs sur son site web, exprimant ses profonds regrets pour l'erreur et les inquiétudes qu'elle a suscitées. Elle a assuré le public qu'elle était en train de revoir ses procédures internes afin d'éviter de nouvelles erreurs. Mais pour beaucoup, le moment et les circonstances du dépôt étaient une coïncidence trop importante pour être ignorée. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles BlackRock aurait peur du résultat de l'élection. La proximité de BlackRock avec le président Biden n'est pas une nouveauté, puisqu'elle a joué un rôle important dans l'administration de ce dernier. L'ancien président des États-Unis et actuel candidat républicain à l'élection présidentielle a des antécédents qui inquiètent de nombreux acteurs du monde financier. Au cours de son premier mandat, les politiques de M. Trump ont été marquées par l'imprévisibilité et une position forte, l'Amérique d'abord. Cette approche a souvent conduit à des relations tendues avec des alliés clés, en particulier en Europe. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a déclaré publiquement qu'une victoire de Trump poserait un défi fondamental à l'Europe. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce si important? Pour comprendre la gravité de cette déclaration, il convient d'examiner le contexte plus large. L'Europe est un marché crucial pour BlackRock. La société a des investissements importants sur tout le continent, qu'il s'agisse d'immobilier ou de valeurs technologiques. Toute instabilité dans cette région pourrait avoir un effet d'entraînement sur le portefeuille de BlackRock. Au cours du premier mandat de Donald Trump, ses politiques commerciales agressives et ses tarifs douaniers ont créé beaucoup d'incertitudes. Les dirigeants européens se sont souvent trouvés en désaccord avec l'administration de Trump, ce qui a conduit à un environnement économique tendu et imprévisible. Si Trump devait être réélu, beaucoup craignent que ces tensions ne s'intensifient, ce qui pourrait déstabiliser encore davantage le marché européen. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce et de droits de douane. L'approche de Trump en matière de relations internationales a souvent été conflictuelle. Le retrait de son administration d'accords internationaux clés, tels que l'accord de Paris sur le climat et ses critiques à l'égard de l'OTAN, ont laissé de nombreux dirigeants européens sur leur garde. Un second mandat pour Trump pourrait signifier une tension supplémentaire sur ces relations, conduisant à un paysage international moins coopératif et plus fragmenté. Pour une entreprise comme BlackRock, qui se nourrit de stabilité et de prévisibilité, il s'agit d'une préoccupation importante. Sur le plan national, les implications d'une réélection de Trump sont tout aussi inquiétantes pour BlackRock. L'un des principaux sujets de préoccupation est la déréglementation. L'administration de Trump était connue pour faire reculer les réglementations dans divers secteurs, y compris la finance. Si certains investisseurs peuvent y voir une opportunité de croissance, cela crée également un environnement de marché plus volatile. Pour un grand gestionnaire d'actifs comme BlackRock, qui doit prendre des décisions d'investissement éclairées et stratégiques, cette imprévisibilité est un scénario cauchemardesque. Un autre domaine critique est celui de la politique climatique. BlackRock se fait de plus en plus entendre sur l'importance de l'investissement durable et de la lutte contre le changement climatique. L'entreprise a fait des progrès considérables dans la promotion de pratiques commerciales et d'investissements plus respectueux de l'environnement. Toutefois, l'administration Trump a été critiquée pour son manque d'action sur le changement climatique et son recul des réglementations environnementales. Un second mandat de Trump pourrait signifier de nouveaux reculs dans la lutte contre le changement climatique, ce dont BlackRock est parfaitement conscient. Cela pourrait non seulement avoir un impact sur leurs investissements dans les technologies vertes, mais aussi ternir leur réputation de leader en matière d'investissement durable. Le risque d'une augmentation des troubles politiques et sociaux est un autre facteur qui ne peut être ignoré. Les élections de 1920 ont été marquées par des divisions et des troubles importants dans l'ensemble des États-Unis. Si les prochaines élections se déroulent de la même manière, l'instabilité pourrait s'aggraver. Pour BlackRock, qui a des investissements substantiels aux États-Unis, il s'agit d'un risque important. Les troubles politiques et sociaux peuvent entraîner la volatilité du marché et avoir un impact sur tous les aspects du marché, du cours des actions à la confiance des consommateurs. Qu'est-ce que tout cela signifie pour BlackRock et le monde financier en général? Il en ressort une image d'incertitude et de bouleversement potentiel. Pour une société qui gère des milliards de dollars d'actifs, il s'agit d'une préoccupation importante. Elle doit être en mesure de prédire les tendances du marché et de prendre des décisions d'investissement éclairées. L'imprévisibilité d'une réélection de Trump jette un pavé dans la mare.
L'inquiétude de BlackRock est-elle fondée? En août 2024, le marché boursier mondial a connu une chute spectaculaire qui a laissé les investisseurs et les analystes en état de choc. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 1000 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux chuté de plus de 3%. Il s'agit de la plus forte chute du S&P 500 en une journée depuis septembre 22. Mais les États-Unis n'étaient pas les seuls à être dans la tourmente. L'indice japonais Nikkei a connu sa pire journée depuis le tristement célèbre lundi noir de 1987, chutant de 12,4%. Les marchés européens ont également connu des difficultés, ajoutant au chaos financier mondial. Qu'est-ce qui a déclenché cette chute massive? Les investisseurs ont été ébranlés par des rapports montrant que les États-Unis n'avaient créé que 114 000 emplois en juillet, bien en deçà des 150 000 attendus. Le taux de chômage a également augmenté pour atteindre 4,3%, soit le taux le plus élevé depuis octobre 21. Bien que ces chiffres ne soient pas catastrophiques en soi, ils ont été interprétés comme des signes que l'économie américaine pourrait montrer quelques fissures. Même si de nombreux économistes pensaient que les États-Unis éviteraient une récession après l'effondrement économique provoqué par la pandémie, ces rapports ont ravivé les craintes. Lundi, Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions de récession pour l'année prochaine, les faisant passer de 15% à 25%. Faut-il pour autant céder à la panique? Peut-être pas tout de suite. Selon certains experts, l'économie américaine se porte encore relativement bien. Il y a certainement un ralentissement en cours, a déclaré Matt Colliard, économiste chez Moody's Analytics. Mais les éléments fondamentaux qui nous ont rendus relativement optimistes quant à l'économie américaine n'ont pas changé. La hausse du chômage a effrayé beaucoup de monde, a déclaré M. Colliard, car elle a déclenché ce que l'on appelle la règle de Sam. Cette règle est activée si le taux de chômage moyen sur 3 mois augmente d'au moins un demi-point de pourcentage par rapport à son niveau le plus bas de l'année précédente. Elle a permis de prédire avec succès toutes les récessions américaines depuis 1970. Toutefois, Claudia Sahm, l'économiste qui a donné son nom à la règle, n'est pas convaincue qu'il s'agira cette fois d'un indicateur fiable. L'économie post-pandémique a défié les autres indicateurs historiques de récession. Par exemple, la plupart des stratèges obligataires interrogés par Reuters au début de l'année ont déclaré que les modèles qu'ils étudiaient étaient si inhabituels qu'ils ne considéraient plus les courbes de rendement des obligations comme prédictives, faisant le lien avec Thomas Crooks. La découverte par le FBI du téléphone secondaire de Thomas Crooks a ouvert une boîte de Pandore de détails choquants. Ce jeune homme de 20 ans, qui a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump, avait beaucoup plus de choses en tête que quiconque aurait pu l'imaginer. Tout d'abord, parlons du téléphone lui-même. Le Samsung Galaxy S10 a été trouvé dans la chambre de Crooks, et ce n'était pas n'importe quel téléphone. C'était une mine d'or de preuves incriminantes. Les enquêteurs ont découvert un historique de recherche comprenant des termes tels que Trump Rally Security, How to Use an IR Quenz et Escape Route in Butler, Pennsylvania. Vous y croyez? Ce type planifiait méticuleusement chaque détail jusqu'aux itinéraires d'évacuation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le téléphone contenait également des appels récents à un numéro anonyme à Washington, DC. Qui appelait-il? Le FBI a retracé ces appels jusqu'à un téléphone fixe, ce qui soulève encore plus de questions. Crooks travaillait-il seul ou avait-il l'aide de quelqu'un à Washington? Passons maintenant à l'aspect financier. Le FBI a trouvé 3 comptes offshore liés à Crooks, pour un montant total stupéfiant de 1,5 million de dollars. Ces comptes étaient basés aux îles Caïman et au Panama. D'où vient cet argent? A-t-il servi à financer sa tentative d'assassinat? Le FBI enquête sur d'éventuels liens avec des groupes extrémistes et sur d'autres motifs à l'origine de l'attentat. Le projet Oversight de la Heritage Foundation a également mis au jour des détails intrigants. Ils ont découvert qu'une personne qui se rendait fréquemment au domicile de Crooks, en Pennsylvanie, se rendait également dans un bâtiment proche d'un bureau du FBI à Washington, D.C. Cela suggère que Crooks aurait pu être aidé dans la planification de l'assassinat. Bien que les gens aient posé des questions, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a transmis au FBI les questions concernant les éventuels complices de Crooks. Que cache-t-il? Le FBI a trouvé 9 appareils connectés au domicile et au travail de Crooks. 9 appareils. C'est presque comme s'il dirigeait une petite opération depuis son domicile. À qui ces appareils étaient-ils connectés? Faisaient-ils partie d'un réseau plus vaste? L'une des révélations les plus choquantes est la possibilité que Crooks ait passé des appels à quelqu'un de la CIA ou du FBI. Nombreux sont ceux qui pensent que Crooks n'aurait pas pu réussir seul. Après tout, il n'est pas Jason Bourne. Qui l'a donc aidé? Quelqu'un d'une agence de renseignement? Le FBI reste très discret à ce sujet, mais les preuves s'accumulent. Même si de nombreux économistes pensaient que les États-Unis éviteraient une récession après l'effondrement économique provoqué par la pandémie, ces rapports ont ravivé les craintes.
Lundi, Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions de récession pour l'année prochaine, les faisant passer de 15% à 25%. Faut-il pour autant céder à la panique? Peut-être pas tout de suite. Selon certains experts, l'économie américaine se porte encore relativement bien. Il y a certainement un ralentissement en cours, a déclaré Matt Colliard, économiste chez Moody's Analytics. Mais les éléments fondamentaux qui nous ont rendus relativement optimistes quant à l'économie américaine n'ont pas changé. La hausse du chômage a effrayé beaucoup de monde, a déclaré M. Colliard, car elle a déclenché ce que l'on appelle la règle de Sam. Cette règle est activée si le taux de chômage moyen sur 3 mois augmente d'au moins un demi-point de pourcentage par rapport à son niveau le plus bas de l'année précédente. Elle a permis de prédire avec succès toutes les récessions américaines depuis 1970. Toutefois, Claudia Sahm, l'économiste qui a donné son nom à la règle, n'est pas convaincue qu'il s'agira cette fois d'un indicateur fiable. L'économie post-pandémique a défié les autres indicateurs historiques de récession. Par exemple, la plupart des stratèges obligataires interrogés par Reuters au début de l'année ont déclaré que les modèles qu'ils étudiaient étaient si inhabituels qu'ils ne considéraient plus les courbes de rendement des obligations comme prédictives, faisant le lien avec Thomas Crooks. La découverte par le FBI du téléphone secondaire de Thomas Crooks a ouvert une boîte de Pandore de détails choquants. Ce jeune homme de 20 ans, qui a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump, avait beaucoup plus de choses en tête que quiconque aurait pu l'imaginer. Tout d'abord, parlons du téléphone lui-même. Le Samsung Galaxy S10 a été trouvé dans la chambre de Crooks, et ce n'était pas n'importe quel téléphone. C'était une mine d'or de preuves incriminantes. Les enquêteurs ont découvert un historique de recherche comprenant des termes tels que Trump Rally Security, How to Use an IR Quenz et Escape Route in Butler, Pennsylvania. Vous y croyez? Ce type planifiait méticuleusement chaque détail jusqu'aux itinéraires d'évacuation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le téléphone contenait également des appels récents à un numéro anonyme à Washington, DC. Qui appelait-il? Le FBI a retracé ces appels jusqu'à un téléphone fixe, ce qui soulève encore plus de questions. Crooks travaillait-il seul ou avait-il l'aide de quelqu'un à Washington? Passons maintenant à l'aspect financier. Le FBI a trouvé 3 comptes offshore liés à Crooks, pour un montant total stupéfiant de 1,5 million de dollars. Ces comptes étaient basés aux îles Caïman et au Panama. D'où vient cet argent? A-t-il servi à financer sa tentative d'assassinat? Le FBI enquête sur d'éventuels liens avec des groupes extrémistes et sur d'autres motifs à l'origine de l'attentat. Le projet Oversight de la Heritage Foundation a également mis au jour des détails intrigants. Ils ont découvert qu'une personne qui se rendait fréquemment au domicile de Crooks, en Pennsylvanie, se rendait également dans un bâtiment proche d'un bureau du FBI à Washington, D.C. Cela suggère que Crooks aurait pu être aidé dans la planification de l'assassinat. Bien que les gens aient posé des questions, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a transmis au FBI les questions concernant les éventuels complices de Crooks. Que cache-t-il? Le FBI a trouvé 9 appareils connectés au domicile et au travail de Crooks. 9 appareils. C'est presque comme s'il dirigeait une petite opération depuis son domicile. À qui ces appareils étaient-ils connectés? Faisaient-ils partie d'un réseau plus vaste? L'une des révélations les plus choquantes est la possibilité que Crooks ait passé des appels à quelqu'un de la CIA ou du FBI. Nombreux sont ceux qui pensent que Crooks n'aurait pas pu réussir seul. Après tout, il n'est pas Jason Bourne. Qui l'a donc aidé? Quelqu'un d'une agence de renseignement? Le FBI reste très discret à ce sujet, mais les preuves s'accumulent. Biden se retire. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires de Joe Biden pointent du doigt l'Iran, qu'ils accusent d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump. Revenons tout d'abord au mois de janvier 22. Le monde a été choqué lorsqu'un drone américain a tué le général iranien Qassem Soleimani. Soleimani était une figure majeure en Iran, à la tête de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Cet événement a déclenché une réaction en chaîne de menaces et de tensions entre les États-Unis et l'Iran. Avance rapide jusqu'en juillet 24. Une menace iranienne a incité les services secrets américains à renforcer la protection autour de Trump. C'était juste avant une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement de Trump en Pennsylvanie. L'administration Biden a contacté les hauts responsables du Secret Service, partageant la menace avec le service de protection de Trump et sa campagne. Cela a conduit à une augmentation des ressources et des moyens pour assurer la sécurité de M. Trump. Malgré ces précautions, le rassemblement en Pennsylvanie a tourné au cauchemar. M. Trump a été blessé à l'oreille, un manifestant a été tué et 2 autres ont été gravement blessés. Les motivations du tireur restent floues et les forces de l'ordre n'ont identifié aucun lien entre le tireur et un quelconque complice, étranger ou national. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité, a déclaré que les États-Unis suivaient depuis des années les menaces iraniennes contre d'anciens responsables de l'administration Trump.
Ces menaces seraient un moyen pour l'Iran de se venger de l'assassinat de Soleimani. Madame Watson a souligné qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a rejeté ces allégations en les qualifiant de non fondées et malveillantes. Ils soutiennent que Trump est un criminel qui doit être poursuivi et puni par un tribunal pour avoir ordonné l'assassinat du général Soleimani. L'Iran insiste sur le fait qu'il a choisi la voie juridique pour traduire Trump en justice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1922, les États-Unis ont inculpé un membre présumé du corps des gardiens de la révolution islamique, Shahram Poursafi, également connu sous le nom de Mehdi Rezaei, pour avoir tenté d'engager un tueur à gages pour 300 000 $ afin de tuer John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump. Poursafi aurait proposé l'argent en novembre 21 à une personne non identifiée aux États-Unis pour éliminer Bolton, apparemment pour venger l'assassinat de Soleimani par un drone. Poursafi aurait également déclaré qu'après l'assassinat de Bolton, il y aurait un autre travail, pour lequel le tueur à gages serait payé $1 million. Lorsque l'acte d'accusation de Poursafi a été révélé en août 22, l'Iran a nié les allégations. L'Iran est-il derrière la tentative d'assassinat de Trump, ou s'agit-il simplement d'une autre manœuvre politique? Peu après la tentative d'assassinat, Joe Biden a annoncé sa décision de se retirer des prochaines élections. Cette décision inattendue a suscité de nombreuses interrogations sur l'avenir du Parti démocrate et de la nation dans son ensemble. S'est-il retiré parce qu'il n'a pas pu éliminer Trump? Tout d'abord, examinons l'impact immédiat sur le Parti démocrate. Avec le retrait de Biden, le parti est maintenant à la recherche frénétique d'un nouveau candidat pour le conduire aux prochaines élections. La vice-présidente Kamala Harris est le choix le plus évident, compte tenu de sa position actuelle et de sa visibilité. Toutefois, sa cote de popularité n'est pas des plus brillantes et certains membres du parti s'inquiètent de sa capacité à galvaniser la base et à attirer les électeurs indépendants. D'autres candidats potentiels émergent également. Le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, qui a attiré l'attention nationale lors des primaires démocrates des années 20, est considéré comme une option nouvelle et dynamique. La sénatrice Elizabeth Warren, connue pour ses politiques progressistes et son plaidoyer en faveur de la réforme économique, est un autre nom qui circule. L'ancienne première dame Michelle Obama fait même l'objet de spéculations, bien qu'elle ait déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas intéressée par une candidature. Le Parti démocrate est désormais confronté à la tâche ardue de s'unir derrière un nouveau leader. La saison des primaires sera cruciale, car les candidats devront se différencier tout en présentant un front uni face à l'opposition républicaine. La capacité du parti à se rallier à un candidat unique sera essentielle pour maintenir ses chances de remporter les prochaines élections. Le Parti républicain, quant à lui, saisit cette opportunité pour prendre l'avantage. L'ancien président Donald Trump a déjà annoncé son intention de se présenter aux prochaines élections, et le départ de Mme Biden ne fait que renforcer sa position. Les partisans de Trump sont énergisés et le Parti républicain se prépare à ce qui promet d'être une élection âprement disputée. Kamala Harris contre Donald Trump. Qui fait la course en tête? La réponse est plus compliquée que vous ne le pensez. Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, est entrée dans la course à la présidence il y a un peu plus de 2 semaines. D'abord considérée comme un outsider, Kamala Harris a réussi à faire bouger les choses. Les démocrates sont très enthousiastes et ces sondages se sont améliorés. Mais a-t-elle fait assez pour dépasser Trump? Voyons ce qu'il en estimate à la fin de l'année dernière. M. Trump disposait d'une solide avance sur le président Joe Biden dans les sondages nationaux et dans la quasi-totalité des États fédérés. C'était une préoccupation majeure pour les démocrates. Mais aujourd'hui, Mme Harris a réussi à combler cet écart. Trump n'est plus le grand favori, mais Harris n'a pas non plus pris une avance définitive. C'est dans les swing states que se joue le véritable drame. Les sondages Bloomberg Morning Consult de la semaine dernière ont montré que Harris avait une avance significative dans le Michigan et des avances moins importantes dans le Wisconsin, l'Arizona et le Nevada. Mais Trump est toujours en tête en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, et la Géorgie est à égalité. Si ces sondages sont exacts, la Géorgie pourrait être le facteur décisif de cette élection. D'autres sondages récents réalisés par Fox, Public Policy Polling et Emerson brossent un tableau similaire. Trump conserve une légère avance dans la plupart des États clés. Cela pourrait signifier que les sondages dans les swing states n'ont pas encore rattrapé l'amélioration de Harris au niveau national. Une série de nouveaux sondages montrant Harris en tête pourrait-elle être imminente? Seul l'avenir nous le dira. Rappelez-vous, en 26e et 21e, Trump a dépassé les attentes dans des États clés du collège électoral. Cela a suffi pour empêcher Hillary Clinton de remporter le vote populaire et a failli faire de même pour Biden. Le principal défi de M. Harris sera d'empêcher que l'histoire ne se répète. Parlons maintenant de la campagne de Mme Harris. Les 2 dernières semaines ont été une phase de lune de miel pour elle.
Après le départ de Biden, Harris a été joyeusement choisie pour le remplacer. Les démocrates reprennent espoir. Harris, une femme de couleur de 59 ans, représente le changement par rapport à Trump, un ancien président de 78 ans. Madame Harris a également bénéficié d'une couverture médiatique positive. Les choses se sont bien passées pour elle jusqu'à présent et elle profite du phénomène de la lune de miel. Mais les lunes de miel ne durent pas éternellement. Lorsque Madame Harris s'est présentée aux primaires présidentielles du Parti démocrate en 29, sa première prestation lors du débat a été un succès. Elle a critiqué l'opposition de Biden dans les années 70, au buzzing pour la déségrégation des écoles. Et le moment est devenu viral. Sa cote dans les sondages a grimpé en flèche, mais elle a eu du mal à maintenir cet élan. Sa campagne a connu des problèmes internes et elle a fini par abandonner avant le début du scrutin. Cette fois-ci, Madame Harris a joué le jeu de l'intérieur de façon magistrale. Elle a obtenu le soutien du parti, attiré des foules enthousiastes et collecté des sommes considérables. Mais il reste encore des défis à relever. Elle n'a pas donné d'interview ou de conférence de presse depuis le départ de Joe Biden, et les républicains font du bruit à ce sujet. Le choix de son colistier pourrait également susciter la controverse. Les démocrates peuvent espérer prolonger cette phase de lune de miel pendant 3 mois supplémentaires, mais des questions litigieuses surgiront inévitablement. La couverture médiatique deviendra moins positive et la campagne de Mme Harris sera confrontée à des tempêtes. La façon dont elle relèvera ces défis sera cruciale. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type.